Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 85e épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va parler des principales sorties de cette semaine. Mais avant ça, on va faire un rapide retour sur la semaine dernière, puisqu'il n'y a pas eu d'émission, et on va dire quand même quelques mots de cet album. Si vous lisez ça, je suis déjà morte, de Matt Kindt et Dan McDaid. Alors, c'était une toute petite semaine niveau sortie la semaine dernière. Il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment, hormis ce titre. Et encore, j'ai déjà dit dans une des vidéos des sorties de février, les réserves que j'avais par rapport à cette histoire. Alors, je l'ai évidemment relu, et je continue de rester sur ma faim. C'est bien, mais... Si vous lisez ça, je suis déjà morte. L'histoire, en fait, c'est celle d'une petite équipe de militaires accompagnés par une journaliste et qui sont envoyés en mission sur un monde baptisé Terminus. Alors, d'emblée, Matt Kindt, il met ça en place de manière vraiment très classique. Il te présente chaque personnage, chacun spécialisé dans un domaine, et puis on t'annonce d'emblée que Terminus, c'est pas vraiment l'endroit où t'as envie d'aller passer tes vacances. Ok, donc, en gros, voilà, Matt Kindt, il met en place un scénario typique à la Aliens. Sauf que, au bout de 5 pages, tu as une toute petite ellipse, on reprend le récit juste 5 minutes plus tard, et là, tout le monde est mort, ou presque. Et partant de là, le récit, il va se focaliser sur la journaliste, qui s'appelle Robin Reed, qui est quasiment la seule survivante du massacre. Bon, en fait, il y a un autre survivant aussi, mais ça va être elle le point focal de cette histoire. Et c'est à travers son regard qu'on va découvrir le monde de Terminus, qui est un monde qui est effectivement très violent, où la population vit sous la domination de forces armées qui ont droit de vie ou de mort sur elle. Mais c'est un monde aussi dont on découvre progressivement qu'il a une très vieille histoire, une histoire très singulière aussi, et on a des strates d'histoire superposées les unes sur les autres, et c'est tout ça en fait qu'on va découvrir au fil de la lecture. Et c'est bien, mais... Et le principal mais, en fait, c'est que c'est trop court. On n'a pas le temps de s'immerger dans cet univers pour que le récit fonctionne vraiment. Alors, ça s'explique en partie par le fait que Robin, elle est en fuite permanente. L'intrigue, c'est avant tout ça, c'est Robin qui est pourchassée sans arrêt par appelons ça, les autorités locales qui tente de l'éliminer, et en fait elle peut quasiment pas interagir avec les locaux, elle n'a pas le temps. Mais le problème principal, c'est vraiment que le récit est trop court, et que on a trop d'éléments importants de l'intrigue qui nous sont présentés juste en fait à travers une ligne de dialogue, ou à travers un passage comme ça de la narration de Robin. Et ça concerne trop d'éléments, alors à la fois sur les origines de ce monde, et puis sur la manière aussi dont ce monde est devenu cet univers ultra-violent qu'on découvre dans ces pages. En gros, en fait, tout ce qui nous amène à la dernière partie du récit. Alors tout ça, on le découvre à travers le récit qu'en fait Robin, à travers son analyse de la situation en tant que journaliste. Et de ce point de vue, le choix d'un tel personnage, il est peut-être pertinent, mais d'un autre côté, on n'a pas vraiment son ressenti intime, et en fait on reste en permanence extérieur
à la fois à cet univers, mais aussi aux émotions de Robin. Sa narration, en fait, elle est toujours dans le factuel et dans l'analyse, et elle est jamais dans l'émotion. Et ben, ça crée vraiment une distance. Et ben, c'est tout ça qui fait de si vous lisez ça, je suis déjà morte, une lecture qui est intéressante, mais qui est frustrante. Après, alors, l'autre gros point positif de ce récit, quand même, c'est le travail de Dan McDaid au dessin, qui est un artiste que je pense que je le découvre sur cet album, et qui je trouve, fait quand même vraiment du très bon boulot. Alors, très inspiré par Kirby. Là, on se rapproche assez de ce que faisait David Robin sur Cosmic Detective, le côté psychédélique en moins. Mais en particulier dans la dernière partie que je vais pas vous montrer, mais là, voilà, là dans le genre entité cosmique à la Kirby, il y va vraiment à fond. Et perso, j'adore ça. Donc voilà, avis mitigé en ce qui me concerne. C'est le genre de bouquin que j'aurais aimé davantage. Parce que voilà, il y a plein d'éléments qui sont intéressants dedans. C'est intelligent, c'est beau, mais de mon point de vue, c'est pas aussi bien que ça aurait pu l'être. Si vous lisez ça, Je suis déjà morte est donc sorti chez Delcourt, 96 pages dans un format 22 par 28 cm, qui est similaire à celui de Cosmic Detective dont j'ai déjà parlé ici. Traduction de Camille Calame, et il est au prix de 17,95 €. On passe aux nouveautés de la semaine, et on va commencer par Monster Kill Squad de Christos Gage et Thomas Giorello, paru chez Bliss Comics en France et chez Bad ID aux États-Unis. Et alors, je viens d'utiliser le terme intelligent pour parler de si vous lisez ça, je suis déjà morte. Alors, pour Monster Kill Squad, je vais plutôt parler de bourrin. Alors, de base, Christos Gage, c'est pas forcément un scénariste dont j'attends grand-chose. Alors, c'est pas que je le trouve mauvais, pas du tout, en fait, c'est plutôt un scénariste compétent, qui sait raconter une histoire, qui sait camper des personnages, mais c'est pas un scénariste dont j'attends un point de vue particulier ou des idées qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et c'est un scénariste que je pense que je l'ai toujours vu bosser sur des franchises, et j'ai pas souvenir d'avoir vu sur du Creator Road avant ce titre. Peut-être j'oublie des trucs, mais comme ça me vient pas. Et donc, dans Monster Kill Squad, il met en scène une équipe qui est chargée de buter du monstre. Avec 7 catchphrases qui te résument tout l'esprit du bouquin, que tu retrouves d'ailleurs en exergue en 4ème de couverture. Quand les monstres font des cauchemars, on est dedans. À prononcer avec la voix de Stallone, sauf que non, parce que c'est une femme qui dit ça. C'est la chef de l'équipe, qui s'appelle Joan Stockard. Et alors ces trucs vaguement inattendus de ce bouquin, c'est que cette équipe de tueurs de monstres, elle est majoritairement composée de femmes. On a 4 femmes pour 2 mecs. Avec, pour chacun et chacune, sa caractérisation qui tient vraiment en une phrase. On a une exorciste, on a à l'inverse une prêtresse païenne, on a un personnage qui cache aux autres sa véritable nature, etc., etc. Et, les dialogues sont au diapason, les situations aussi, les relations entre les personnages, vraiment du début à la fin, on est à Clichéland. Et donc, passé 3 pages d'exposition, bim boum la bagarre, contre des clowns tueurs dans un premier temps. Alors, c'est bien les clowns tueurs, ça fonctionne toujours bien, ça mange pas de pain, allons-y gaiement.
Et par la suite, eh ben, on aura tout un tas d'autres monstres tueurs divers et variés. Et d'ailleurs, bah, c'est un peu le background de cette histoire. Il y a des monstres donc qui sèment la terreur à droite à gauche, mais surtout en fait ils sont de plus en plus nombreux et ils sont de mieux en mieux organisés. Pourquoi, comment? Eh ben c'est ce qu'on va découvrir au fil du récit. Alors concrètement, le scénario il est purement fonctionnel et son unique intérêt c'est de permettre à Thomas Giorello de remplir ses planches de monstres monstrueux. C'est toujours mieux quand les monstres sont monstrueux. Et Giorello au dessin, eh ben voilà, tu t'assois et tu admires. Quoi dire de plus? Vraiment pas grand-chose. C'est beau, mais c'est con, ou le contraire. Mais c'est beau, mais c'est con. Alors si quand même, juste un truc sur cette édition française. Alors bon, c'est le même format que l'île aux orques, donc plus petit que les précédentes traductions de titres Bad ID. Visiblement, c'est le nouveau format pour les titres de cet éditeur. Je trouve ça dommage, mais j'imagine que du côté de Bliss, on a fait ses comptes, et que le très grand format à 25 balles, il devait pas rentrer dans leurs frais. Alors au passage d'ailleurs, j'ai vu que sur certains sites de vente, le bouquin est annoncé en format 22 par 31 cm. Non, c'est du 20 par 30. Ce qui reste quand même un joli format. Le truc sur lequel je m'interroge surtout, en fait, c'est le choix du papier. Alors, c'est le même papier mat que Bliss utilise depuis le début pour les titres Bad ID, mais pour la première fois, je me suis demandé si c'était vraiment le papier approprié pour ce titre. Alors, j'ai pas vu la VO. D'ailleurs, je crois que j'ai vu aucun titre Bad ID en VO, donc je peux pas comparer. Mais là, pour la première fois, j'ai eu l'impression que le rendu des couleurs était pas optimal. Ça m'a pas gêné sur les titres précédents, mais voilà, sur celui-ci, j'ai tiqué. Alors, si vous avez eu la VO entre les mains, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Quoi qu'il en soit, pour le fun et pour Thomas Giorello, Monster Kill Squad, ça le fait. Ça le fait, voilà. Le bouquin fait 120 pages, format 20 par 30 cm, je l'ai déjà dit. Traduction signée Loussal, au prix de 25 €. On reste dans le fantastique horrifique, un petit peu moins bourrin, avec Hard Bargain de Stephen the Knight et Leno Carvalho, aux humanoïdes associés. Alors, Stephen S. the Knight, il est davantage connu pour son travail du côté des séries télé que des comics. Et en tant que scénariste ou que producteur, il a bossé sur Buffy contre les vampires, sur Angel, sur Smallville, sur Daredevil période Netflix, et puis sur quelques autres trucs. Et Leno Carvalho, lui, c'est un dessinateur brésilien, mais qui a pas mal bossé en France. Il a notamment bossé sur la série Crusaders de Christophe Beck, ou sur les Chevaliers Ténèbres d'Éric Corberon. Alors, Hard Bargain, c'est un mélange de fantastique et de polar. C'est l'histoire d'un détective privé, Frank Harding, à Los Angeles en 1940, un détective privé spécialisé dans le surnaturel. Et en guise d'introduction, on va le voir se friter sur le toit d'un immeuble avec un démon. Et pour affronter ce genre de personnage, Harding, il a plutôt l'habitude d'utiliser ses poings et son flingue à l'ancienne, plutôt que la magie. Ce qui donne du coup le côté baston old school à ce premier combat. Alors, face quand même à certaines entités, un flingue et des poings,
ça suffit pas tout à fait, et donc de temps en temps, il va quand même devoir faire appel à quelques-uns de ses associés qui, eux, sont davantage versés dans la magie. Mais voilà, Frank Harding, lui, c'est quand même le privé à l'ancienne, c'est pas John Constantine. Côté scénario, on va suivre Harding qui enquête sur ce qui a pu arriver à un de ses anciens amis, qu'on a retrouvé avec les 4 membres en moins. Et en fait, tout laisse à penser qu'il s'est lui-même amputé des 4 membres à la feuille de boucher. Alors vous allez me dire comment il a fait pour le dernier membre. Je vous laisse la découverte, mais c'est assez mignon. Et donc, assez vite, Harding va réaliser que ce qui est arrivé à son ami est en lien avec son propre passé, et avec l'histoire de sa propre famille. Et donc, si son ami a connu un sort assez peu enviable, qu'on découvre d'ailleurs ici, il n'est pas exclu qu'il lui arrive prochainement quelque chose d'assez similaire. J'en reste là, côté intrigue. Ça donne un récit qui fonctionne plutôt bien, qui est parfois un petit peu lourdeau quand il revient sur certains éléments du passé de son héros. Et puis à d'autres moments, par contre, on a des révélations qui sont plutôt surprenantes et qui, elles, fonctionnent plutôt bien. Globalement, ça tient la route, et Steven the Knight, il maîtrise assez bien le rythme de son histoire. Côté dessin, on le voit, on est dans un style assez réaliste. Leno Carvalho, il me fait pas mal penser à Steve Epting. C'est réaliste, mais ça reste très dynamique. C'est jamais figé. La narration est fluide, et donc, voilà, là aussi, c'est du bon boulot. Et du coup, on s'enfile les 180 et quelques pages de Hard Bargain d'une traite. Ça se lit tout seul, et c'est vraiment, vraiment très plaisant. Alors, il n'y a rien qui te retourne la tête non plus, mais c'est du beau boulot. Bien foutu, solide, efficace, avec par-ci par-là des petits bouts d'idées assez sympathiques. Alors, bon, c'est certainement pas le bouquin de l'année, ni même du mois, peut-être même pas de la semaine, mais voilà, j'aime bien. Hard Bargain de Steven S. the Knight et Leno Carvalho est donc sorti aux Humanoïdes Associés, 192 pages format 20 par 27 cm, traduit par Laurent Laget, et vendu 19,95 €. On passe chez Panini, et un titre sur lequel je vais aller très vite, c'est la sortie de Daredevil Born Again de Frank Miller et David Mazzucchelli dans la collection Marvel Prestige. Et alors bon, ça c'est un bouquin que j'ai déjà dans au moins 4 ou 5 éditions différentes. J'ai les singles originaux américains, j'ai la première publication partielle dans Strange, j'ai l'édition Comics USA, je crois bien que j'ai une édition Hachette quelque part. Et puis j'ai l'Artisan Edition de chez IDW, mais bon voilà, le très grand format 21 par 32, j'ai pas pu résister. Et surtout que le papier mat que Panini a utilisé, il me semble vraiment très respectueux des couleurs d'origine. Alors, bon, l'histoire, je vais pas y revenir, en tout cas pas aujourd'hui, mais voilà, j'ai tout relu hier, et je me disais qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo, faut-il lire ou relire Born Again. Alors probablement pas la semaine prochaine, parce que ça demande quand même une certaine préparation, mais idéalement avant la fin du mois. On verra. Alors, concernant cette édition, outre le format et le papier, qu'est-ce qu'il y a de notable ? Déjà, on a en quelque sorte un épisode bonus. C'est l'épisode 226. L'épisode qui donc en fait se situe juste avant le début de Born Again.
mais qu'on retrouve ici après. Et effectivement, c'est pas une mauvaise chose, parce que cette histoire avec le gladiateur, elle n'a pas vraiment de lien avec les épisodes qui suivent. Mais c'est un épisode évidemment dessiné par David Mazzucchelli et coécrit par Frank Miller et Dennis O'Neil. Donc c'est pas mal de l'avoir là, ne serait-ce que pour mesurer la différence de qualité à tout point de vue entre cet épisode et les épisodes de Born Again. Ensuite, on a une vingtaine de pages de crayonnés de David Mazzucchelli. Alors, les crayonnés en question, je les avais déjà dans l'Artisan Edition chez IDW, mais pour la majorité d'entre eux, en fait, ils étaient en petit format. On avait 4 planches par page, alors que, ici, on les a tous en pleine page, et c'est évidemment intéressant de comparer ces crayonnés avec les planches finies. Et puis, tout aussi intéressant en ce qui me concerne, c'est le script du dernier épisode, le 233, tel que Frank Miller l'a donné à David Mazzucchelli. Et là aussi, c'est intéressant de comparer le script et ce que vont faire Mazzucchelli. En tout cas, moi, ça m'intéresse, mais c'est parce que je suis obsédé par ce récit depuis presque 40 ans. Donc forcément, quand je vois une édition pareille, je suis aux anges. Alors évidemment, le gros souci, une fois de plus, avec Panini, c'est que le script en question, ils l'ont pas traduit. Là, c'est juste pour faire joli, alors que ça fait pas joli. Mais voilà, si on lit en anglais, c'est quand même vachement intéressant. Bref, on tâchera d'y revenir plus en détail plus tard. En attendant, cette édition Prestige, elle fait 248 pages. C'est quand même un beau bébé. Format 21 par 32 cm, dos toilé. La traduction est de Nicole Duclos, sauf probablement l'épisode 226, qui semble lui être traduit par Geneviève Coulon. En tout cas, il y a une perte d'expression, ça lui ressemble quand même beaucoup. Du genre punk, elle traduit ça par jobard. Mais ouais. Enfin bref. Et donc pour finir, cette édition Prestige, elle est au prix de 28 €. Dernier achat de la semaine en ce qui me concerne, et celui-là, en fait, je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir en parler aujourd'hui. C'est le DC Absolute Collector 2025, chez Urban Comics, en collaboration et en exclusivité dans les librairies qui font partie du Comic Shops Assemble. Alors, je pensais pas pouvoir en parler parce que celui-ci, j'ai dû le commander sur Internet, chez Comic Zone à Lyon, si vous voulez tout savoir, et je pensais pas le recevoir avant la semaine prochaine, sauf que, samedi, en fin de matinée, un petit message, et hop, le bouquin est arrivé, je l'ai récupéré, roule ma poule, en avant Guingamp, tout ça. Et donc, ce DC Absolute Collector, alors bon, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais il réunit les premiers numéros des premières séries Absolute chez DC, à savoir Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman numéro 1, et le tout en noir et blanc. Et alors, à ce propos, j'ai beau être ravi d'avoir reçu mon exemplaire super rapidement, je vais quand même commencer par faire mon ronchon. Alors, concernant les épisodes au sommaire, il est précisé en fin de volume qu'il s'agit de Absolute Batman Noir Edition numéro 1, et pareil pour Wonder Woman et Superman. D'ailleurs, au passage, il me semble que pour l'instant, aux États-Unis, il n'y a que l'Absolute Batman Noir Edition qui soit sorti. En tout cas, j'ai pas vu passer les deux autres, mais possible que je les ai ratés.
Mais c'est pas la question. Le truc, si je prends ce DC Absolute, et en particulier l'épisode de Batman, c'est que on a une reproduction avec un noir uniforme sur toutes les pages. Et bon, ok, la plupart du temps, ça rend bien, mais... Tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Mais si je prends l'Absolute Batman Noir Edition, qui est dispo sur DC Universe Infinite, eh ben, j'ai un rendu qui est très différent. Ici, clairement, on a une reproduction des planches originales de Nick Dragotta, où on voit, par exemple, eh ben, les coups de pinceau, ou plus vraisemblablement les coups de marqueur sur ces aplats noirs. Et... ah, merde. Et alors, du coup, voilà, l'édition... Tourne-toi, merci. L'édition française, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus propre, qui gomme les défauts, entre guillemets, de la planche originale. Voilà, c'est un choix. Alors, c'est pas mon choix, mais soit. Là où c'est quand même beaucoup plus gênant, à mon avis, c'est que sur l'édition américaine, eh ben, on a différents niveaux de noir. C'est pas un noir uniforme, et eh ben, sur certaines planches, quand même, ça joue beaucoup. Sur cette planche en particulier, où eh ben, on a différents noirs sur le tuyau au premier plan, et puis surtout sur le mur à l'arrière, et puis avec aussi un effet comme ça pour rendre la luminosité du réverbère. Je sais pas si c'est très visible à l'écran, mais quand on l'a devant les yeux comme ça, c'est vraiment très net. Et ben, dans l'édition française, hop, toutes ces nuances, eh ben, elles ont disparu. Le tuyau, il ressort plus du tout sur l'arrière-plan, et le rendu du mur lui-même, il est quand même assez dégueulasse. Un autre exemple assez frappant, je vais faire une avance rapide, c'est la toute dernière double page de l'épisode. Merde. Voilà. Alors, bon, comme vous voyez, ça spoil rien. C'est juste, en fait, Batman sur sa moto, avec la lune en arrière-plan. Et ben, le rendu de la lune dans l'édition française, hop, il est quand même assez dégueulasse. Voilà, tout ce qui donne du volume et de la texture sur l'édition américaine, les ombres, les cratères, et ben c'est complètement écrasé dans l'édition française. Et ben j'ai l'impression que chez Urban, ils ont voulu gommer les imperfections de la VO, de la reproduction des planches originales, et ben du coup ça donne une reproduction qui est propre, mais qui est lisse, qui est sans aspérité, mais surtout qui est sans volume, et clairement l'édition originale, elle est, de mon point de vue, supérieure à celle-ci. Bon allez, fin du mode grognon. Maintenant on va parler des histoires, sans spoiler évidemment. Alors, Absolute Batman, déjà c'est le retour de Scott Snyder sur un personnage qu'il a quand même beaucoup mis en scène ces 15 dernières années, sauf que, eh ben, c'est pas le Batman qu'on connaît, c'est le Batman d'un monde parallèle, un monde qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus violent. Et c'est un truc à avoir quand même en tête quand on attaque la lecture de ce premier épisode. Alors c'est quelque chose qui est explicité dans le one-shot
DC All-In Special, qui a pas encore été traduit et qu'on aura en fait seulement en juin prochain dans le premier tome de Justice League Unlimited. Donc, un mois après la sortie des 3 premiers titres Absolute, qui eux sont prévus pour fin mai. Et à mon avis, c'est une erreur de la part d'Urban de les sortir dans cet ordre. À mon avis, il faut vraiment lire DC All-In Special avant les titres Absolute. En tout cas, je sais que dans mon cas, quand j'ai lu Absolute Batman numéro 1 pour la première fois, j'avais pas encore lu le DC All-In Special, et j'ai vraiment trouvé le premier numéro d'Absolute Batman too much. Je trouvais que Scott Snyder, il en faisait vraiment trop dans le côté ultra violent de sa description de Gotham. Parce que le Gotham City qu'on découvre ici, c'est pas celle qu'on connaît, qui pourtant, de base, est quand même pas la ville la plus accueillante et paisible au monde. Mais alors, comparé à Gotham City version Absolute, c'est Neuilly. Même pas, c'est un charmant village typique des Alpes suisses. Là, dès les premières pages, on apprend qu'il y a un gang qui se fait appeler les Bêtes de Soirée, qui sèment le chaos à Gotham. Et quand je parle de chaos, c'est genre mettre le feu à une garderie, bilan 32 morts, ou bien attacher une mère et son bébé à un pare-choc de bagnole, juste pour s'amuser. Bref, c'est Mad Max en plein centre-ville, et la première fois que je lis ça, je me dis, Snyder, t'as pas l'impression de de pousser le bouchon un peu trop loin, là. Et d'ailleurs, dans l'absolu, on peut penser que c'est effectivement too much, mais malgré tout, ça s'inscrit dans un cadre particulier, celui de cet univers Absolute qui, encore une fois, est présenté d'emblée comme un univers beaucoup plus brutal que l'univers classique. Et cette violence inhérente à cet univers, elle va marquer en profondeur ses héros. Alors dans le cas de Batman, on a une version du personnage qui est très jeune. Là, il est vraiment en début de carrière, et avec lui aussi des méthodes assez radicales et brutales pour combattre le crime, mais avec malgré tout quand même cette limite éthique à pas franchir, celle de pas tuer ses adversaires. Alors, il fracture à longueur de page, il fait saigner, mais par litre. À l'occasion, il peut même mutiler. Mais, ce Batman, non plus, il ne tue pas. Côté scénario, alors on suit un personnage que je vais pas nommer, qui fait son retour à Gotham, après des années d'absence. Et, c'est effectivement un très bon point de vue pour découvrir cet univers. Et puis, l'épisode, il tourne essentiellement autour des bêtes de soirée et de la guerre que leur déclare Batman. L'autre élément important, et sur lequel je ne vais pas insister, c'est que on croise dans ces pages quantité de visages connus ou de non connus qui sont évoqués, mais qui sont différents de ceux qu'on connaît. C'est-à-dire que, par exemple, l'origin story de Batman, elle est très différente de celle qu'on connaît. Et autour de lui, on va découvrir toute une galerie de personnages, là aussi dans des rôles dans lesquels on ne s'attend pas, a priori, à les voir. Sans parler des personnages qui, dans cet univers, sont jamais morts. Alors, pour donner mon ressenti sur ce premier épisode, et sans spoiler davantage, disons que c'est un épisode que je trouve vraiment très efficace pour planter le décor, et pour introduire déjà une bonne partie du casting, et avec aussi quand même un côté spectaculaire très prononcé. Et là, c'est aussi quand même en grande partie grâce à la prestation de Nick Dragotta, qui à mon avis a pas été jusqu'ici apprécié à sa juste valeur, et là, le fait de l'avoir au dessin sur une série
aussi en vue que celle-ci. Je pense qu'il devrait faire l'unanimité. Je pense que les gens vont se mettre à descendre dans les rues en scandant son nom. Les filles vont soulever leurs t-shirts, les garçons vont s'arroser le torse de bière tiède. Ah non, on me dit que non. Non. Bon. Mais quand même, je trouve ces planches assez sublimes et son storytelling en particulier est vraiment remarquable. Ou par exemple sur quelques planches comme ici, il va multiplier les petites cases pour donner du mouvement et du rythme à sa narration. Et puis, et ben voilà, il va enchaîner avec une image comme ça que tu te prends en pleine tronche. Et ben tout ça est quand même remarquablement beau et bien fait. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur cet Absolute Batman ? Oui, plein, mais eh ben, on va attendre la sortie du premier tome chez Urban fin mai pour en reparler. Là maintenant tout de suite, on va plutôt passer à Absolute Wonder Woman de Kelly Thompson et Hayden Sherman, pardon. Alors qui est grosso modo une origin story qui nous raconte d'où vient cette Wonder Woman. Et ben cette Wonder Woman, elle vient pas de Themyscira, elle vient des enfers, littéralement. C'est là que elle a été envoyée bébé sur ordre de Zeus, et ben c'est là qu'elle a grandi. Alors c'est ce qui va expliquer que on la retrouve qui chevauche un squelette de Pégase, qu'elle manie une épée qui fait quand même à peu près la taille d'une camionnette de taille respectable, ou bien que elle pratique la magie noire, entre autres. Et ben le truc, c'est que malgré ce cadre qu'il a vu grandir, elle reste une héroïne. Et peut-être même plus encore du fait de ce qu'elle a vécu. Là encore, c'est vraiment ce qui est au cœur des titres absolutes, c'est que tous ces héros ont grandi dans des environnements qui auraient dû les briser, qui auraient dû les transformer à leur image, et auxquels ils ont résisté malgré tout, et ils en sont sortis et ben, encore plus forts, et encore plus résolus à lutter contre. Alors ici aussi, je n'entre pas davantage dans le détail de l'histoire. Juste quelques mots sur la prestation d'Hayden Sherman. Je suis beaucoup moins familier de son travail que de celui de Nick Dragotta ou de Rafa Sandoval, dont on a parlé tout à l'heure. Sa qualité première, à mon sens, c'est son storytelling, c'est sa composition, et il y a en particulier... Dans ce premier épisode, voilà, c'est 3 doubles pages comme ça, en plan fixe, qui nous racontent toute l'enfance et toute l'adolescence de Wonder Woman, et que je trouve assez formidable dans sa manière de donner à voir l'évolution du personnage à travers le cadre dans lequel elle grandit, et puis quelques petites scènes qui ont même pas besoin de contexte pour être parlantes. C'est vraiment, vraiment très très bon. Et ben là encore, pour un premier numéro, ça donne envie d'aller plus loin. Et donc, pour finir, on a donc Absolute Superman par Jason Aaron et Rafa Sandoval. Alors, Jason Aaron, c'est un scénariste que je vénère sur Scalped, sur The Goddamned et sur quelques autres titres. Et puis, dès qu'il touche au super-héroïque, là j'ai quand même tendance à me crisper parce que, alors oui, il a fait de bonnes choses, à commencer par Thor, mais il a aussi signé des choses sur lesquelles il s'est quand même planté dans les grandes largeurs. Avengers, évidemment, c'est le premier titre qui me vient en tête. Et alors, sur ce premier épisode d'Absolute Superman, on a 2 récits en parallèle. On en a un qui est un flashback et qui se déroule sur Krypton, avec les parents de Superman. Et puis, on a l'autre qui lui se déroule au présent, au Brésil,
et qui met en scène un Superman qui est encore tout jeune, et qui se bat dans l'ombre contre les injustices que subissent les locaux, qui sont exploités par une compagnie qui s'appelle Lazarus Corp. Et sur le fond, ça me fait quand même beaucoup penser au Superman des origines, celui de Siegel et Schuster, celui qui se battait contre les politiciens véreux et les promoteurs immobiliers cupides. Celui qui avait aussi mis en scène, Grant Morrison dans ses épisodes d'Action Comics en 2011. C'est cette version de Superman, et c'est une version que j'aime beaucoup. Alors avec ici un côté seul au monde qui est peut-être encore plus prononcé. Et puis, ici aussi on a des personnages qu'on connaît, mais dans des rôles dans lesquels on s'attend pas à les retrouver. Alors côté dessin, c'est probablement le plus classique des trois. Alors Rafa Sandoval, il est très bon, mais voilà, là on est dans le super-héroïque classique, mais quand même haut de gamme. Alors par contre, c'est probablement l'épisode qui rend le moins bien en noir et blanc. Disons que ici, c'est pas du pur noir et blanc, c'est beaucoup de teintes de gris qui font que, clairement, c'est pas le genre de planche qui a vocation à être reproduite en noir et blanc. C'est fait pour être apprécié en couleur, et quand tu retires les couleurs comme ici, t'as juste une version inférieure qualitativement à la version couleur. On a fait le tour des trois titres Absolute. En bonus, on a quelques travaux préliminaires des artistes. Alors, en fait, on a, à part une page Absolute Wonder Woman, tout le reste, c'est du Batman. Et puis, on a quelques variant covers des numéros 1, dont celles qui sont signées Jim Lee. DC Absolute Collector 2025 est donc disponible dans les librairies membres du Comic Shop Assemble. 128 pages, format 17 par 26 cm. C'est du souple et c'est très bien comme ça. La traduction, elle est de respectivement Jérôme Wiki, Benjamin Rivière et Laurent Kessy. Et c'est au prix de 9,90 €. Et alors, si vous avez prévu de le prendre, à mon avis, il va pas falloir trop traîner. Alors, visiblement, il est d'ores et déjà épuisé chez Excalibur Comics. Donc traînez pas. On a fait le tour de mes achats de la semaine. Quelques mots rapides sur les autres sorties. Alors, chez Delirium, on a un nouveau Judge Dredd, le Repenti. Alors celui-ci, j'avais prévu de le prendre, sauf que mon libraire a visiblement zappé sa sortie. Donc j'espère le récupérer d'ici dimanche prochain, et puis on en reparlera à ce moment-là. Chez Réflexion, sortie de Blood, Skulls and Chrome de Jack Steele et Anour Kessola. Alors celui-ci, je l'ai zappé dans mes annonces des sorties du mois. Merci à The Sneak Goldman qui est régulièrement là pour corriger mes boulettes. Blood, Skulls and Chrome, j'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut. Alors après, pour les titres qui sortent chez Réflexion, que ce soit celui-ci ou les derniers Cyberforce ou Pete, j'ai cru comprendre qu'ils avaient de gros problèmes de diffusion en ce moment. Donc c'est sans doute mieux de passer par leur site et leur commander directement ce qui vous intéresse. Chez Panini Comics, c'est les sorties traditionnelles de début de mois. Marvel Comics 15 et X-Men 5 et 6, plus le troisième et dernier tome de Blood Hunt. Vous savez ce que j'en pense, si vous ne savez pas, allez jeter un œil sur les vidéos consacrées aux sorties Panini de janvier à mars. Réédition également de deux intégrales. On a l'intégrale Daredevil 1964-1965, donc les tout premiers épisodes de Daredevil, avec graphiquement on a de belles choses par Wallace Wood,
Bill Everett ou Bob Powell. Je pense que les amateurs de comics des années 50 en particulier apprécieront. Côté scénario, bon bah il y a surtout l'épisode Daredevil contre Namor. Le reste est quand même assez médiocre, même pour l'époque. Il n'y a pas grand-chose à sauver. Et puis, ressorti également du deuxième volume de l'intégrale X-Men 1990, avec le crossover Extinction Agenda et la moitié du crossover Days of Future Present. Là aussi, graphiquement, il y a de belles choses, surtout les épisodes dessinés par Jim Lee. Côté scénario, on sent que c'est vraiment la période où Chris Claremont est en train de perdre la main sur l'univers mutant. Et ben pour les vieux lecteurs comme moi qui ont connu cette époque, il y a un côté fin de règne dans ces épisodes que je trouve assez désagréable. Ah oui, alors j'ai failli oublier Strange de Jed MacKay et Marcelo Ferreira en Marvel Deluxe, qui est sorti avec une semaine de retard. Il était prévu fin février. C'est donc la suite de la mort de Doctor Strange, avec Cléa qui reprend le rôle de sorcière suprême. Alors c'est le titre dont j'attendais rien à cause de Jed MacKay. Et puis, au final, c'était quand même une chouette surprise. En vrai, j'ai failli le prendre. Et puis, j'ai compté mes sous. Et puis non. En tout cas, pas pour l'instant. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Et puis, chez Urban, on a le tome 2 de Absolute Power. Là encore, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que j'en ai déjà dit dans la vidéo de mars. Et puis les tomes 0 et 1 de Scott Snyder présente Batman. Effectivement, les débuts de Snyder sur le titre, c'est vraiment bien. Alors du coup, quand même, j'ai l'impression que pour les épisodes au sommaire du tome 1, ils sont dispo là dans 3 formats différents. Les volumes d'origine, ils ont l'air d'être toujours disponibles. Et puis, on a aussi la version Urban Nomad, donc je me demande si ça fait quand même pas un petit peu beaucoup. Mais bon. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Alors oui, il semblerait que Casterman vienne de ressortir Blanket de Craig Thompson. Ça, c'est la première édition française qui date de 2004. Alors, cette nouvelle édition, je ne l'ai pas vue en librairie. Le format, ça a l'air d'être le même que l'édition classique. Bon, par contre, la pagination, elle a l'air d'être un peu supérieure. Sinon, là aussi, c'est quelque chose qui est disponible dans plusieurs formats. Et notamment une version petit format qui était sortie l'an dernier, à 12 balles. Cette nouvelle édition, elle est à 35 €. Et je n'en sais pas plus. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et le Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.